Bonjour Nathalie Fabcost. Bonjour Jean-Philippe Denet. La gestion dynamique des entreprises virtuelles, c'est un papier de la revue Française Gestion de 2005 qui est disponible en open access, qu'il faut lire puisque tout le monde a maintenant compris que les entreprises étaient virtuelles. La crise sanitaire l'a montré, voilà, ça s'est étendu, tout ça. Ça fait plus de 15 ans qu'on le sait en gestion, donc comme quoi c'est pas si biodégradable que ça, les connaissances en gestion. Et par ailleurs, ça permet de prendre un peu de longueur d'avance. Les politiques seraient bien avisés d'y penser. On va essayer de la comprendre ensemble, cette entreprise virtuelle, aujourd'hui. La comprendre à la lumière de vos travaux de 2005. Oui, alors le papier de 2005, encore une fois, il s'inscrit dans une actualité, on va dire technologique, puisque finalement, ce modèle des entreprises dites virtuelles a émergé après une informatisation des entreprises, ça c'était les années 80-90, le développement des échanges de données informatisés, les EDI, qui permettaient de travailler à distance avec des partenaires éloignés, et notamment des partenaires qui n'avaient pas les mêmes langages informatiques, puisque l'EDI permettait de faire de l'interorganisationnel en automatisant les échanges. Et puis évidemment, en 2000, Internet, avec les intranets, les extranets, les places de marché, enfin, toutes ces technologies qui permettaient finalement de plug and play et de jouer ça finalement à l'échelle globale, puisqu'on était en pleine globalisation, il faut quand même le rappeler, on était vraiment dans ce mouvement de globalisation. Absolument. Alors, quand Donc, ça, c'est l'actualité. Oui. Et finalement, je dirais que en ce moment, c'est aussi pour ça que je retravaille profondément cet article et toutes les recherches qui ont gravité autour de l'écriture de ce papier. Finalement, il me semble qu'aujourd'hui, le contexte re-questionne la notion. Le modèle n'est pas mort, voire même il revit, voire même il se redéveloppe, à la faveur évidemment de la digitalisation et du 4.0. Les grands enseignements en termes de vulnérabilité, de responsabilité, voilà, comment on doit la comprendre, cette entreprise virtuelle, par rapport à l'entreprise intégrée qui reste le modèle de référence dans la tête de beaucoup. Tout à fait. Alors, par rapport au papier de 2005, les entreprises, évidemment, ont progressé. Les chaînes en question se sont complexifiées. Et à la relecture, puisque c'est une relecture que je propose aujourd'hui, pour bien comprendre finalement les enseignements qu'on peut en tirer, le premier enseignement, pour moi, c'est qu'on est sur une sorte de terra incognita. C'est-à-dire que les entreprises, finalement, découvrent, et là, la crise a été un révélateur incroyable, les entreprises découvrent que, finalement, elles ne maîtrisent absolument plus leur territoire et l'étendue, finalement, de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que ces firmes virtuelles sont sans fin. Alors, évidemment, avec un souci, c'est que dès qu'on veut commencer à cartographier, la carte n'est jamais le territoire. Et la carte n'épuisera pas le territoire. Et finalement, on ne sait pas trop où ça commence, où ça s'arrête, avec évidemment une forme de vulnérabilité et de prise de risque. On l'espère assumer, mais ce n'est pas sûr. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que si on accepte du coup une part de vulnérabilité liée à cette inconnue, une question se pose, et là c'est un vrai sujet de recherche, comment leur donner une plus haute fiabilité ? On l'a bien vu, on a beaucoup parlé de résilience, de robustesse. On sait qu'il peut y avoir des ruptures. Et on sait qu'il peut y avoir ce que les anglo-saxons appellent des shortages. On a eu dans l'électronique, on en a actuellement dans certains médicaments. Voilà. On sait qu'on a ces problèmes-là dès lors qu'on ne maîtrise plus complètement l'étendue finalement de l'entreprise virtuelle. Donc comment lui donner plus de fiabilité ? Ça, c'est pour moi un point essentiel. Par ailleurs, toutes ces technologies qui nous permettent de travailler à l'autre bout du monde nous donnent une illusion, ce qui est celle du contrôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en mettant toujours plus de traçabilité, toujours plus d'IoT, toujours plus de techno partout, on va mettre tout le monde sous surveillance. Alors, c'est pas faux. Il y a une part de surveillance. Mais le problème, c'est que ça ne résout pas tout, voire même ça a des effets pervers. Et
toutes les technologies de Créer surveillance une illusion de contrôle. créent complètement une illusion de contrôle. Ouais. Et ça peut être ultra dangereux. Ouais. Donc ça, c'est un point de vigilance. De l'illusion à l'aveuglement, il n'y a pas loin. Tout à fait. Donc ça, pour moi, c'est un point de vigilance dans l'illusion du contrôle, voire même quand on est avec des automatismes et des intelligences artificielles, eh bien finalement, voilà, ça peut nous échapper. Un autre point, c'est finalement beaucoup de managers, depuis la crise, nous disent « Oh, c'est terrible la complexité. Il faut simplifier, il faut simplifier, il faut simplifier. » Alors je pense que là, ça mériterait de relire la théorie de la complexité ou la pensée complexe, parce que finalement, je pense qu'il faut au contraire qu'on apprenne à tirer parti de la complexité, puisqu'elle permet des phénomènes d'émergence. Chemin faisant. Chemin faisant. Et aussi, elle permet de faire... Enfin, il y a de la créativité. Puisqu'il y a des émergences, il y a forcément des surprises, et ces surprises peuvent conduire à de la créativité. Ce serait dommage de s'en priver par les temps qui courent. Voilà. Donc ça, c'est un point. Et puis, eh bien, là aussi, en termes stratégiques, quand on commence à travailler sur les mesures de performance, eh bien, on se rend compte qu'on est obligé d'aller finalement vers un management paradoxal avec... alors, le climat, c'est un super sujet, hein, puisque si on veut faire du développement durable, comment faire dans le développement et du durable? Après, ça rejoint à des débats dont on a discuté avant, mais comment mettre en tension finalement la performance de l'entreprise dans ce qui fait qu'elle marche, et puis en même temps le fait qu'elle ne produise pas d'externalités négatives, voire détruise la planète. Voilà. Et du coup, ce que nous ont appris aussi les crises, c'est que, en fait, ces entreprises virtuelles, c'est à la fois des communautés de destin et de dessein. Et il faut arriver, alors certes, on est dans des logiques de plug and play, alors avec parfois du relationnel, parfois du transactionnel. Là aussi, dans ces entreprises virtuelles, on mixe des formes très différentes de relations, où finalement, on ne pense pas ensemble notre futur. Pour autant, l'entreprise virtuelle, elle ne peut survivre que si les membres du réseau survivent. Et de temps en temps, quand on a des phénomènes de dépendance, eh bien, ça vaut le coup de protéger certains partenaires, surtout quand on a des crises majeures qui peuvent mettre en danger certains partenaires. Eh bien, l'entreprise virtuelle, ça fait partie de sa responsabilité, finalement, de protéger certains membres de son réseau, puisque finalement, sans eux, éventuellement, eh bien, c'est elle qui peut mourir. Alors qu'enfin les politiques comprennent que l'entreprise, ça compte, il n'y a pas que les marchés, voilà, l'entreprise, ça compte. Il est urgent de relire les travaux qui nous permettent de mieux la comprendre, alors que toutes les questions qui se posent aujourd'hui sont au fond des questions de gestion. Merci Nathalie Fabcost. Merci Jean-Philippe Tony.